Ok. Ok, donc bon après-midi, Charlotte. He's taking pictures. So Tu prends des photos de ta fille. Ok. Donc, donc nous avons avec nous aujourd'hui Charlotte Chouana, qui est une jeune fille que j'ai rencontrée, je crois, lundi. Oui. Lundi au DBF. Et ça m'intéresse de l'interviewer parce je crois qu'elle a fait un peu plusieurs villes, l'Europe, les États-Unis, n'est-ce pas? Ok, oui. Donc on va la connaître ensemble parce que j'ai oublié ce qu'elle m'avait dit au DBF. Donc Charlotte, bienvenue sur notre programme. Je te remercie 1000 fois d'être venue parce que je commençais à m'inquiéter. Donc j'apprécie aussi que ton père t'ait amené. Et donc, Charlotte, je voulais tout d'abord te présenter. Tu es donc une étudiante ou tu as fini tes études? Une étudiante. Ah, tu es encore étudiante. Oui. Et tu étudies aux États-Unis ou en Europe? Non, en Suède. En Suède. En Suède. Ah bon, oui. Bon, d'accord, je crois que c'était en Belgique, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc en Suède. Donc, tu as dû apprendre le suédois? Non, tous mes cours en Suède sont en anglais. Et après, il y a une grande network d'Erasmus. Alors, tous les gens que je rencontre là-bas, en plus, ils parlent l'anglais et on se parle en anglais. Ah, c'est super ça. Et donc, si vous parlez en anglais, tu as appris l'anglais où? Ici, en Californie. Donc, tu as passé quelques temps ici avant d'aller en Suède? Oui. Donc, en fait, j'étais née à Grenoble. Oui. Et après, ma famille a bougé. On était à Upstate New York pendant un an et demi. Et c'est là où tu as bien appris? Quand on était là, j'avais 2 ans jusqu'à 3 ans. Ah oui, c'est une période cruciale pour apprendre une langue, en fait. Et après, on a déménagé, on est arrivé en Californie et ça fait depuis que j'ai 3 ans et demi que je suis en Californie. Ah, c'est super ça. Et donc, tu fais l'aller-retour entre la Californie et la Suède, c'est ça? Oui, donc en fait, je fais seulement mon diplôme universitaire en Suède, le high school et tout ça, je l'ai fait en Californie. Et donc, je fais l'aller-retour. Pour venir voir la famille. Ouais, pour les vacances d'été. Et là, c'est les vacances de printemps? Un peu. Enfin, comment ça s'appelle? Les vacances de Easter? Comment on dit Easter? Non, là, je suis rentrée pour les vacances d'hiver. Ouais. Et j'étais supposée aller au Brésil. Ah bon? Et en fait, là, j'y vais en septembre. Donc, ça s'est décalé d'un semestre. Et c'est pour voir si je dois rentrer pour finir mon semestre en Suède ou si je peux le faire par l'Internet ici. Ah, c'est super. D'ailleurs, j'ai appris qu'en France, maintenant, beaucoup de choses vont se faire par l'Internet. Il n'y aura plus besoin de professeurs. Enfin, c'est ça, c'est que c'était partout dans Facebook cette semaine. Et donc, là, le Brésil, il vient au milieu de ton parcours par coïncidence ou c'est un semestre d'échange. Ah, il y a beaucoup de semestres d'échange dans la plupart des universités, mais aussi en Suède, dans n'importe quel programme. Il y a au moins un semestre d'Erasmus ou d'échange. Mais c'est le portugais qui parle là-bas. Oui. Donc, tu apprendras une autre langue. Il faudra apprendre le portugais. Remarque, peut-être que tout le monde parle anglais aussi là-bas. Non, pas... Pas du tout? Non, pas vraiment? Un peu, mais pas aussi bien. Déjà, en Suède et en toute la Scandinavie, ils parlent super bien l'anglais parce qu'ils apprennent au moins 3 langues. Dans le high school. Ouais. C'est un peu comme la France. La première langue en 6e, la deuxième langue en 3e et la troisième langue en seconde. Ouais, mais c'est quand même, c'est vachement assez fort sur l'anglais. Ouais. Et donc la plupart sont presque fluent en anglais. C'est vrai? Ouais. D'accord. Donc quand tu parles à tes amis à l'école, comment ça se passe? C'est un peu du suédois, un peu de l'anglais? La plupart du fois, c'est l'anglais. Ouais. Ah bon? Ouais. Même s'ils sont de Suède même? Oui, mais la plupart des gens que je connais sont des Allemands ou sont des autres Français ou viennent parler en anglais? d'Asie. Ouais. D'accord. Et les cours se font en quelle langue? En anglais. C'est vrai? Pas de toute l'université, mais il y a des programmes en anglais et des programme en suédois. Alors, mon programme, c'est un programme en anglais. Ah. Et donc, tous les cours sont faits en anglais. C'est idéal, alors, pour tout le monde. Ça marche. C'est vrai ce qu'ils disent sur Facebook. En Suède,
tu peux étudier gratuitement ou je sais pas, quelque chose comme ça? Oui, alors parce que j'étais née en France et je suis citoyenne européenne, Ah, tu peux aller mon tuition est gratuit. C'est super. Ouais. C'est-à-dire ça change du système universitaire aux États-Unis. Tu aimes le système suédois? C'est-à-dire le système social, enfin, on entend parler beaucoup de bien, c'est-à-dire on dit que tout le monde a tout ce dont ils ont besoin là-bas socialement, c'est-à-dire l'éducation, la santé, tout ça. En termes de la santé, c'est vachement plus facile pour les Suédois que pour les étrangers. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu dois faire si tu as mal à la dent, par exemple? Aussi dans la ville où je suis, c'est une ville assez petite. Donc, quand tu dois aller au docteur, il y a 2 ou 3 hôpitaux et en fait, tu peux pas aller à une des hôpitaux parce que si tu vas là, tu vas attendre pendant 7 heures et ils vont jamais te voir parce que... Il y a trop de monde. Et aussi, tous les Suédois, ils ont un numéro personnel. Et ils ont priorité sur les étrangers? Oui, et avec leur numéro personnel, ils sont tous assignés à un docteur dans chaque ville où ils sont. Et ça veut dire que les Suédois, ils peuvent aller à l'hôpital un peu comme ça, dire ah ouais, salut, mon docteur, c'est blabla, ils vont le voir. Mais pour les étrangers, il faut attendre. Et donc en fait, il y a une ligne téléphone appelée où t'expliques, où t'essayes d'expliquer tu sais, j'ai mal à l'estomac, ou ça fait 4 jours que blabla, ou que j'ai mal à la tête, ou j'ai mal à la dent. Et c'est là le docteur va te dire ok, tu peux venir ici, mais ça va être après 18 heures. D'accord. Donc c'est assez bizarre pour les étrangers. Mais moi aussi, j'ai pas vraiment eu d'expérience où j'ai eu à aller à l'hôpital, donc je sais pas trop, mais avec des amis, ça a été assez difficile pour certains d'aller voir un docteur. Ah, d'accord, parce que justement, cette semaine, on m'a proposé de vendre un produit où tu payes $19,95 par mois et tu peux parler à un docteur avec FaceTime sans avoir à prendre de rendez-vous. Il paraît que c'est la nouvelle invention du siècle où tu n'as pas besoin d'aller en personne voir le docteur. Tu peux tout simplement lui parler par téléphone, lui dire quels sont tes symptômes et tout ça. Et en te regardant, il te dit ouais, voilà, j'envoie à ta pharmacie ça, il va la chercher là-bas. Et c'est 10 fois moins cher que d'aller voir un docteur. C'est incroyable. Mais il faut payer tous les mois $19,95. C'est-à-dire, donc ça s'ajoute, mais c'est moins cher que l'assurance maladie. Ouais. Non, mais c'est toutes ces choses-là qui rentrent dans les mœurs maintenant, qui se font en ligne. Et cette semaine... comme je viens de te le dire, ils ont annoncé en France que peut-être 3/4 des cours se feront justement sans prof. Tu as ton ordinateur devant toi. Et puis bon, si tu as besoin d'attention personnelle, tu peux toujours faire un FaceTime avec ton prof. Mais c'est un système qui vient d'un... Je ne sais pas s'ils vont le faire cette année ou l'année prochaine, sûrement pas avant l'année prochaine, mais c'est un système où vraiment on élimine beaucoup de professeurs. C'est pas... Moi, j'aime pas ça. Enfin, je suis bien contente d'être née dans une ère où je voyais mes professeurs en chair et en os. Pour demander des questions et au moins... Oui, et puis c'est plus interactif. Et puis parce que sinon, tu n'as qu'à aller à la bibliothèque et louer des livres et t'apprendre la matière toi-même. C'est-à-dire, je suis sûre qu'en Suède, maintenant, c'est toujours la façon traditionnelle. Il y a un prof et une grande salle, plein d'étudiants. C'est toujours traditionnel. Et après, c'est en termes de turn-in des projets et tout ça. Ça va être fait sur ligne pour voir... Pour donner le projet. Ouais, c'est un truc... ça va être en ligne. Ouais, ça va être ouvert pendant 4 heures ou quelque chose. Et pendant ces 4 heures, tu as le temps de... C'est là où il faut envoyer ton projet de groupe ou tes réponses à... Pas si tu as un examen pour faire à la maison ou quelque chose, il faut le tourner comme ça sur ligne. Tu vas jamais rendre des papiers ou des devoirs aux profs comme en cours. Ouais. En fait, il y a le pour et le contre pour ça. Ouais. C'est-à-dire, je suis sûre que tu dois t'imaginer que les profs traiteront tous les étudiants également. C'est-à-dire, c'est pas parce que je t'aime bien toi ou... Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura pas vraiment d'attachement à un étudiant ou à un autre. Donc, ils vont corriger impartialement tout. Moi, j'aime bien ça. Ça aide un peu plus pour les gens qui
qui sont très timides aussi pour demander, parce qu'il y a plein d'étudiants qui ont un peu peur de demander des questions aux profs devant toute la classe, parce que... ils peuvent demander... Ouais, tu peux envoyer un email au prof, c'est vachement plus simple, et c'est comme ça, tu sais, tu demandes pas une question devant tous les autres élèves qui vont penser... ah oui, peut-être qu'elle comprend pas. Ouais. Mais aussi, est-ce que le prof peut voir le nom? Si. Pour rendre ou pour demander des... Pour demander d'abord. En fait... Ben, déjà, en Suède, avec le truc pour rendre tous les devoirs, examens, ouais, y a aussi des forums qui sont ouverts. Alors, tu peux poser des questions et là, tu peux le poser en tant qu'anonyme. Ah oui, tu peux avoir un username. Non, ça va juste être posté comme... Soit tu le dis, ton username, ça va être ton nom, soit tu postes comme anonyme. Et après, du coup... c'est que les étudiants du cours qui peuvent voir ton nom. Ouais. Ou qui peut être accès au forum. Donc tu vas savoir que c'est quelqu'un dans le cours qui a demandé, mais tu sais pas qui c'est. Ok. Mais pour les examens, les profs, quand ils corrigent, ils voient pas le nom. Si? Ça, je sais pas. Je sais pas. Non, mais enfin, même dans les grands examens, on cache le nom au professeur. Ok, donc ouais. Probablement. Enfin, peut-être les examens finaux, ils cachent le nom, peut-être. Ouais. Peut-être pas pour les examens. Pas pour les... Ouais, parce que pour les trucs... Au début, ils doivent savoir qui ouais, ont besoin de plus pour les projets et que tout d'autres. ça, c'est toujours... Le professeur va voir ton nom, mais... Il va peut-être t'envoyer un petit mot, voilà. Ouais. Et te dire, peut-être que tu devrais... venir me voir après ton cours, on pourra en discuter. Surtout pour les mathématiques, on ne peut pas se débrouiller tout seul. C'est une matière où il faut vraiment un peu d'attention, non? Je sais pas, moi, les maths ont toujours été assez faciles. Ah bon? Donc, ouais. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai jamais rien compris, à moins que je m'assoie avec quelqu'un en chair en os à côté de moi et qu'il me dise, tu vois, c'est ça ou tu vois, c'est pas ça. Mais peut-être parce que je n'ai pas été élevée avec ces communications par ordinateur depuis que je suis petite, quoi. J'appartiens à une génération, disons, 2 de plus que toi, quoi. Ouais. donc, c'est une nouvelle façon de faire les choses que j'arrive pas très, très bien encore assimilé. Je suis sûre que... par contre, je communique très bien par email ou LinkedIn ou Facebook. Ça, j'ai pas de problème à envoyer des emails, tout ça. Donc, pour en revenir à toi, qu'est-ce que tu étudies? Je fais des études d'ingénieur d'industrie, mais en fait, je vais faire une spécification en architecture écolo. Architecture écolo. Ah, ouais. D'accord. Tu veux t'intéresser à tout ce qui est écologiquement... ouais, bon. Exactement. C'est en Allemagne, ça, qui sont très attachés en Danemark. En Danemark aussi? Ouais. Je crois qu'ils ont une ville qui est 100% net zero. À Danemark? Je crois qu'ils ont beaucoup de net zero buildings. Zéro, tout est... avec l'énergie du soleil, c'est ça? Ouais. Et après, en termes d'architecture, à Copenhague et tout ça... Tout est biodegradable, enfin, tout des je matières... sais pas, je pense pas que c'est à ce point yet, mais il y a beaucoup de grands architectes et tous les bâtiments sont assez impressionnants à Copenhague. Donc. Est-ce qu'au fur et à mesure, tu penses qu'ils vont remplacer les anciennes maisons, les anciens buildings par quelque chose de plus efficient? Je pense peut-être. Mais le seul truc, c'est que les gens, ils ont assez de... Ils veulent garder les vieux bâtiments. Ah, mais c'est l'histoire, en fait. Ouais, exactement. Je veux dire, tu vas pas refaire tout Paris et dire des petites maisons... On va les enlever. Oui, non, c'est de l'histoire, en fait. Ça peut être conservé pour cette raison. Parce que, par exemple, si tu vas sur... The Left Bank, comment ça se dit en français, The Left Bank? La rive gauche de la Seine. Il y a tous les bâtiments de 1300, le siècle, le 13e siècle. À l'extérieur, c'est ancien, mais à l'intérieur, c'est tout remodeled. Ok, ouais, donc là, tu vas pas détruire les vieux bâtiments pour... Voilà, donc ils ont gardé l'apparence d'avant,
mais c'est l'intérieur qu'ils ont changé, quoi. Ouais. Tu peux rentrer dans un appartement, c'est un appartement moderne, mais pour garder le look de la Life Bank, ils ont laissé l'extérieur intact. Ok. Ouais, c'est on purpose, pour que les touristes continuent à venir à la Seine. De prendre des photos. Ouais. Donc, toi, tu te vois en train d'être architecte, c'est ça? Je sais pas. Ah non. Je change beaucoup. Donc, mais ouais, non, ça m'intéresse, mais on va voir. D'accord. C'est quand même un métier assez difficile. Enfin, il y a quand même beaucoup d'études à faire, non? 6 ans? Ouais, et après, c'est très compétitif parce que c'est pas comme on a besoin de 36 000 maisons à être reconstruites immédiatement. Donc... Oui, tu peux te spécialiser, par exemple, comme tu dis, dans l'industrie, les bâtiments industriels, c'est ça ce que tu viens de dire? Un petit peu. C'est plus des études du côté business de comment marchent les industries. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok, j'ai mal compris. Ouais. Okay. Pas trop faire des bâtiments d'industrie. D'accord. Mais tu veux combiner les deux, c'est ça, quelque chose comme ça? Ouais. On va voir. Tu verras où ça va déboucher. Tu sais pas encore. Okay. Exactement. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on change d'avis peut-être tous les 3 mois. Ouais. Tout dépend qui tu rencontres. Ça, je comprends. D'accord. Donc, tu continues quand même, bien sûr. Tu dois finir tes études, etc. Mais au fur et à mesure que tu prends des cours, tu verras si ça te plaît ou pas. C'est ça? C'est ça l'idée? Pour après? Pour après. Si tu pour prends après, un cours et tu dis non, ça c'est pas pour moi, tu vas changer de chemin, c'est ça? Tu peux pas trop faire ça en Suède. Ah ouais? Parce que c'est pas comme ici où tu as l'option de tous les cours offerts à l'université, tu choisis, tu te fais ton propre schedule. En fait, il faut t'appliques à un programme et alors tous tes cours sont déjà choisis et tu peux pas dire... en fait, moi, quand je suis rentrée, il y avait des cours que j'avais déjà prises, donc je vais pas refaire... Et ils ont accepté? Oui, mais il n'y avait pas de cours remplaçants. Donc en fait, ils ne pouvaient pas me dire « Ouais, ok, tu peux faire ce cours au lieu » parce que comme c'est en bloc de programme, ils m'ont dit « Ouais, ok, si tu ne prends pas ce cours, alors tu ne prends pas le cours. Tu peux pas, il n'y a pas d'autres cours parce que c'est moins... C'est pas un substitute. C'est pas un substitute. Exactement. D'accord. Donc tu as dû reprendre 1 ou 2 cours, c'est ça? Non, il y en a où j'ai pas fait. J'ai montré que je l'avais déjà fait. Après, j'avais du temps libre. Et il y en a un autre. Il y avait un autre cours de maths où j'étais. En fait, je l'ai pris au lycée. Donc, il y avait 3 ans ou quelque chose que j'avais pas fait ce cours de maths. Donc, je suis là, ok, je vais le reprendre, mais ça va. Tu sais, j'étais pas stressée parce que j'avais déjà fait le cours. Et c'était juste pour me rappeler parce qu'on allait faire la deuxième partie du cours le prochain semestre. Est-ce que c'est comme aux États-Unis où tu peux refaire le cours indéfiniment jusqu'à ce que tu le passes? Ouais, à peu près. Et pour les examens, tu as 36 000 options à refaire des... Tu peux refaire comme aux États-Unis? Ouais, c'est... Ah d'accord. C'est qu'en France où on te laisse pas passer après 3 essais, c'est ça? Ouais, mais c'est aussi... j'ai fait 1 an d'université en Californie. Et quand j'étais là, tu rates un examen. Tu peux pas le refaire. Mais c'est juste, ton examen va être 15% de ta note. Grading, ouais. Donc ça veut dire... Mais tu peux reprendre le cours une deuxième fois? Oui. Mais en Suède, si tu rates un examen, tu peux refaire l'examen. Ah d'accord. 3 à 5 fois. Ah, c'est et j'ai une copine où en fait... ils ont changé le programme l'année après la sienne. Donc la sienne, c'est le dernier... Et du coup, il y a une classe qu'elle prenait qui n'allait pas être refaite pour les autres étudiants de son programme. Et donc, le prof lui a dit, en fait, on vous donne 8 choix, 8 chances à faire cet examen parce que après, ce cours ne va jamais être offert. Donc, d'accord. Et alors, elle a fait? Ouais, mais elle a passé genre la deuxième fois ou quelque chose, mais des fois c'est un peu hallucinant parce que j'avais une autre copine qui, en faisant son master's, elle avait encore 2 cours ouverts de son bachelor's qu'elle avait jamais fini.
Et elle était en train de faire son master's. Et tant qu'elle finissait ses cours de bachelor avant de finir son master's, ça marchait. Et t'es là, c'est un cours que tu as pris il y a 5 ans, que tu n'as pas encore réussi à faire l'examen. Ouais. Et ils t'ont laissé appliquer pour un master's sans avoir fini ton bachelor's. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais, donc, c'est un peu bizarre. Est-ce que tu es presque à la fin de ton billet, de ton Oui, je finis l'année prochaine. D'accord. Ouais, en fait, je finis mes cours en décembre et après le prochain semestre, c'est à écrire mon thèse. Ah d'accord, tu vas commencer ta thèse il faut écrire une thèse. Et c'est 2 ans, c'est ça? Pour le thèse? Pour le master, c'est 2 ans. Ouais, après ça, un master, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Est-ce que tu attribues d'être bonne en maths au fait que ton père est un peu dans l'engineering? Enfin, il a dû te donner des... Ouais, il nous aidait après. Mais après un moment, on faisait des cours, il ne pouvait plus nous aider. Ah d'accord, c'était pas les mêmes choses qu'il a étudiées, c'est ça? Ouais, et après, c'était des trucs que ça faisait un moment qu'il n'avait pas pris un cours de maths. Donc, d'accord, ouais, c'est... Ouais. Oui, moi aussi, à un certain niveau, je pouvais aider mes enfants, mes filles. Et après ça, j'ai dit, bon, c'est entre vous et les profs maintenant, parce que j'ai tout oublié. Parce qu'on oublie, hein. Et en plus, ça change un peu, quoi, le curriculum, tout ça. Mais aussi, moi, je suis très côté droite et gauche du cerveau. Ah bon? Ouais, donc en fait, quand j'ai commencé l'université, j'étais en programme d'art avec un mineur en maths. Et donc, j'ai jamais vraiment... J'ai eu des problèmes avec des petits trucs en maths, mais moi, les maths en général, j'ai jamais eu de grands problèmes à comprendre ça. Et après, au côté artistique, non plus. Ouais, j'écris, c'est pas... Ah, donc tu es également douée dans les deux cerveaux. Je suis très, le gauche, la très droite. au milieu. Ah, d'accord, c'est super ça. Ouais. Ça aide. Ouais, parce qu'il faut être un peu artiste si tu vas aller dans l'architecture, parce qu'il y a des... Si tu vois sur l'Internet, maintenant ce qu'ils font, c'est incroyable. Les maisons en forme tout à fait différente que ce qu'on a l'habitude de voir de nos jours. Ouais. Tu as vu ça? Ils font maintenant des formes extérieures, intérieures, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a construit dans le dernier siècle, quoi. C'est d'abord, ils essayent de combiner les nouvelles technologies, tout ça, et puis les formes, ils font des fois des dessins dehors, enfin, je sais pas, un escargot, un truc, tout dépend de ce que la personne envisage avoir comme maison. Et après, il y a aussi tout le mouvement des toutes petites maisons. Ah, j'ai vu ça, ouais, c'est incroyable. Une famille à 4 peut habiter dedans là, et c'est pas... en fait, de dedans, c'est super bien organisé, et de dehors, c'est un petit truc. Ouais, c'est incroyable, parce que les idées des jeunes... je trouve que... Enfin, j'admire les jeunes, parce qu'ils ont des idées incroyables, parce qu'avant, on leur disait non, non, non. Maintenant, on leur dit oui, oui, oui. Alors, ils font tout ce qu'ils veulent. Et donc, c'est bien, parce que... Ça va un peu révolutionner tout ce qu'on a. C'est le message du Petit Prince. Ouais. Donc, non, mais c'est super qu'il y a tellement d'acceptance à la créativité des jeunes de nos jours. D'ailleurs, j'admire ce que les jeunes font en ce moment. Là, ils vont faire le iWatch et après le iCar. J'ai vu sur l'Internet le Apple Car. On dirait une petite coccinelle bleu et blanc avec... derrière, il y a l'Apple, tu sais, la pomme. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont. Et je suis sûre qu'à l'intérieur, ça va être super électronique, etc., automatisé, tout ça. Disons, c'est l'auto du futur. Donc, toi, tu t'intéresses aussi aux automations, tout ça? Pas trop. Pas trop. Ça va changer, et puis tu vas sûrement être exposé à des nouvelles idées au fur et à mesure de tes études. Ouais. Et puis tu verras. Tu verras ce qui te plaît le plus, etc. Et donc tu finis en Suède et tu reviens ici? Ouais, peut-être. Je suis pas trop sûre si en fait je vais essayer de trouver un boulot en Europe ou si je veux retourner aux États-Unis ou
on va voir. D'accord, tout dépend de Ouais. Parce que je suis sûre qu'il y a des différentes règles pour finir un master en Europe ou ici, ou bien c'est la même chose. Bah, ça compte. Un diplôme, c'est un diplôme, mais c'est pas comme si je vais rentrer ici, ils vont me dire non, ça compte pas. Oui, oui, bien sûr, Ouais. des études, c'est des études, mais un master européen ou un master américain, ça a la même équivalence. Bah, ça, tous les diplômes, On l'a- soit bachelor, soit masters, PhD, ça. Non, non, mais par exemple, en France, c'est 3 ans pour avoir le billet, et ici, c'est 4 ans. Donc, c'est différent quand même un Oui, petit mais peu. c'est après en termes de numéro de crédit, Ouais, c'est parce qu'il y a plus de crédits faits par année ouais, qu'ici. Parce que par exemple, si tu vas dans une école au quarter system ici, ouais. tu vas finir, si tu prends le maximum de crédits tous les quarters, Tu peux finir plus vite. tu vas finir en 3 années Ah sans, bon sans avoir à prendre de cours pendant l'été. Ah, d'accord, d'accord. Oui, c'est vrai Ouais. que ici, tu peux accélérer un petit peu. Ouais. Et ton- c'est simplement en termes de crédit pendant les 3 ou 4 ans. Ah, d'accord. Et enfin, pour sortir un peu, je ne sais pas pourquoi on s'est lancé là dans la discussion des études, mais pour en revenir au mode de vie en Suède et ici, est-ce que tu t'es vite adapté ou bien c'était un peu difficile au début? C'est le même mode de vie? Un petit peu. Le seul truc, c'est que oui, quand même, la plupart de mes amis étaient des autres étudiants internationaux, donc pas des Suédois. Mais après, les Suédois que je connaissais, ils sont très, pas timides, mais très réservés comme gens. Et donc, des fois, c'était un peu compliqué à essayer de communiquer avec eux pour dire, tu sais, tu peux pas t'inviter chez quelqu'un quelqu'un en Suède. Parce que ils veulent pas inviter les gens dans leur appartement. C'est vrai? Ouais, c'est C'est un peu plus discret, enfin un peu plus privé, ouais, un peu plus privé. un peu plus privé, oui. Et, et donc ça faisait assez bizarre, mais après du même. Mais toi, tu les voyais de toute façon à Ouais. l'école? Et comme la plupart de mes amis n'étaient pas suédois, nous on était là, on s'amusait et on était tous assez sociables. Donc ça, Ah, d'accord. Ouais. Mais les Suédois eux-mêmes ne sont pas aussi sociaux que les Américains. C'est ça que tu veux dire? quand ils sont chez eux, parce qu'après, il y en a beaucoup qui vont voyager, et quand ils sont en mode voyage, ils sont super sociables. Et même, ils sont super agréables comme peuple, mais il y a certains... Ouais, ils sont très privés dans certaines manières. C'est intéressant, je ne savais pas ça. Le climat, c'est ça peut-être qui pousse à ce genre de comportement c'est parce qu'il faisait froid pendant l'hiver, c'est ça? Ouais, pendant l'hiver, Alors les gens se recroquevillent dans leur maison? Ouais, un petit peu, mais c'est aussi plus, par exemple, quand ils reçoivent leur diplôme de lycée, Ouais, ou quand ils reçoivent leur bac, ouais. la plupart de leurs parents leur achètent des trucs pour leur appartement. C'est vrai. Ouais, mais ici... On leur donne un cadeau peut-être. Ouais. Oui, mais c'est plus... On leur donne la bague ici quand ils sont... Ouais, On leur donne une bague. mais ici aussi, tu sais, quand tu vas aller acheter des trucs d'appartement pour ta première année d'université, tu vas à Target, tu vas acheter des trucs à $10, des bols en plastique, oui. et tu dis, je vais aller ouais, ça suffit. Parce que je vais tout jeter quand je vais finir mes études. Exactement. Ouais. En Suède, ils achètent... de bonne qualité dès le début. De bonne qualité, ouais, les bols et tout ça qui vont durer 20 ans. Parce que, et il y a une Suédoise qui était en train un peu de m'expliquer ça, qui disait... ouais, c'est parce que quand on finit notre année, après, tu sais, on se construit un peu notre vie dans notre appartement. On va partir de l'appartement de notre parent. Et ils te préparent à sortir de l'appartement des parents. Ouais, exactement. Donc, d'accord. Première année de... Ici, c'est quand on se marie. Ouais, à peu près. Oui, ici, personne n'achète rien de luxueux jusqu'à ce qu'ils se marient, quoi. Donc ici, ouais, pour le mariage, c'est quand il y a tout le monde qui t'offre The Wedding China. Oui. Mais en Suède, c'est... c'est ton anniversaire. Ouais, ma mère vient m'acheter des verres de champagne superbes. C'est comme ça, une culture tout à fait différente, Mm-hmm. Oui, je sais que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai été invitée à un mariage et
je me demandais si le mariage, c'était pour remplir la maison des deux mariés, ou si c'était vraiment... Enfin, parce que les gens apportaient tout ce qu'il fallait pour la maison, en cadeau. Donc, ils n'avaient plus rien à acheter. Mais en fait, ils avaient tout en plusieurs exemplaires. Ils avaient 3 sets de dishes, 3 de ça, 3 de ça. Et les serviettes, les draps, tout ça, c'était dans les cadeaux de mariage. Et après le mariage, ben, ils n'ont plus rien à acheter. Les invités ont tout apporté. Alors là, tu dis que ça se passe à la graduation petit à petit, c'est ça? À peu près. Parce qu'ils se construisent leur vie en dehors de la maison. En dehors de la maison. Et puis, ils n'ont pas, comme la plupart des Américains, ils n'ont pas besoin de partir de la ville où ils ont fait leurs études de retour dans leur ville d'origine, c'est ça? Ils vont rester dans leur ville natale, peut-être. Oui, ou... Parce que ici, c'est genre, tu habites dans les dortoirs pendant la première année ou les 2 premières années d'université. Tu voyages de l'autre côté de la ville, ou bien de l'autre côté du monde. Un appartement, mais on campus, et tu rentres chez toi et tout ça. Après tes études, Donc, c'est un style différent. Ici, à 18 ans, on les envoie, disons, à Harvard, dans le East Coast, ou on les envoie de l'autre côté, ou à Washington University. Et puis là, ils font leurs études, ils ont leur billet, et puis ils rentrent dans l'État ou bien où ils sont nés, ou bien ils restent où ils ont fini leurs études. Tout dépend. Oui, parce que là, c'est quand tu commences l'université, tu vas prendre un appartement. Il n'y a pas de dortoir, il n'y a pas de... Tu sais, donc c'est pas commençant la vie d'étudiant. Je vais avoir un appartement, je vais vivre... Je vois. Moi-même, quelque part. Ah, d'accord. Et tu as dû faire ça, toi? Oui, j'avais un appartement. J'avais un appartement avec une copine suédoise pendant la première année, et après j'ai bougé à un autre appartement avec des amis d'Erasmus à centre-ville. À l'idée que lorsque les études seront finies, c'est pas nécessairement quelque chose où tu vas rester. Oui, parce que en plus la plupart des gens d'Erasmus, ils sont là pendant 6 mois ou pendant 1 an ou 2 ans maximum. Donc, pour nous, on n'était pas... voici l'appartement où on va vivre. Donc, tu n'as pas envie d'acheter quoi que ce soit. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que l'Erasmus? Erasmus, c'est le network d'échange. Ah, d'accord. Donc, c'est tous les étudiants d'autres pays qui font leur année d'échange ou semestre d'échange. En Suède, vers les États-Unis, etc. Je crois que normalement, c'est supposé être que européen, mais on utilise le mot pour dire n'importe quel étudiant d'échange. D'accord. Et toi, tu es une étudiante d'échange? Un peu. Ça compte comme free mover, parce que c'est moi qui a décidé pour aller faire mon programme entier, et pas juste un semestre ou un an. 6 mois? Ah, d'accord. Les 6 mois, ce sera plutôt le Brésil, c'est ça? Oui. D'accord. Mais je croyais qu'en France, les 6 mois, c'était pour ceux qui faisaient commerce international. Ça, c'est plusieurs options. Ça a changé maintenant. Peut-être que c'est pour toutes sortes de matières qu'on fait un échange. Oui, probablement. Peut-être pour former la jeunesse avec les villes étrangères, etc. Pour encourager ça. C'est ça l'idée, peut-être. Ouais, c'est très intéressant ce que tu nous racontes. On peut continuer pendant longtemps, mais étant donné que ça fait 33 minutes que tu parles, on va passer à la partie en anglais. Ça marche. Ok. Donc, la partie en anglais, t'inquiète pas, ne sera pas aussi longue parce que c'est juste pour faire, disons, un résumé de ce que tu viens de raconter. So, we're going to switch to the English part because she's probably exhausted with all these questions. So, we have with us Charlotte, beautiful name, like Charlotte of Monaco, I guess. And she is here visiting her family, is that it? Yeah, she's visiting, and she's going to tell us a little bit about her life as a student, because you are a student, right? And what she's doing, and maybe her future aspirations. So thank you so much for being here. I really appreciate your presence on French American TV. And
I would like, first of all, to introduce you. So you're a student in what field? I study industrial engineering. Industrial engineering. Yes. There is such a thing. Yeah. Okay, so industrial engineering. So industrial means what? I mean, for those who don't know what it is, can you tell us? Factories, the industry, any sort of factories. Okay. industrial. Okay. So there is such a thing as a major in industrial engineering. Yeah. Okay. And what does, for example, an industrial engineer do? I'm focusing more on the business aspect of it, which would be like making sure certain factories or industries are up to ISO standards and that's what you study. Okay. Kind of facilitating process lines and et cetera, like input. Okay. So that's most factories have an engineer who makes sure of those things. So with that, though, I'm trying to do a specification in sustainable architecture. So I focus more on that. And when I write my thesis next year, it's going to be primarily on that, not just the industrial part. Not really the whole industrial part. That's just to get a diploma. So you'll be checking buildings if they are up to standards, I would say. Yeah, or suggesting ways that they could become more either sustainable or energy efficient and save energy. Yeah. Save money. Okay. All right. Now I understand a little bit better. Maybe English is opening up my mind. Okay. So Charlotte, what do you do? I mean, you go to school and you study different topics. Is there like a major in some topics and then you specialize in others? How does it work? It's so I go to school in Sweden, and over there the programs are done where you can't be undeclared and just apply to the entire school. You apply to the specific program. So when you go, they send you the list of all the courses you're going to take, when you're going to take them, and you're kind of stuck on that. Okay. On that. So it's a little bit like France then. France, they give you an itinerary and you cannot deviate. Yeah, you have a lot less deviation. You can't really decide, I'm going to take these, but this class from this other program seems interesting, so I'm going to take that too, which you can do here. Oh, yes. Yes, so here the people take a little bit of art, a little bit of ice skating, whatever. Exactly. And it's accepted. Over there's not as much moving around, right? Yeah, my friend's taking a wine tasting class right now, so... Oh, yeah, it's so funny what they let them take in these schools. I would eliminate wine tasting. I would definitely eliminate that. You can do that on your free time on Friday night, right? Although you can learn it when you go to Napa Valley. So basically, it's a little bit more guidance. You are pretty much... Yeah, there's more of a structure to it. There's more of a... That's what I meant, the word. Because here, like, you get your whole... you get your program of all the credits you're supposed to get. Yeah. But then, for example, if you're an English major, it's going to say, you need to take, 17th or 18th century literature. And then you look at your, school's course book, and there's 4 classes that could be part of that. Whereas in Sweden and in Europe, I'm assuming, it's more, this is the class you take, not this is the general category of class you need to take. It's, you're taking this one class right here, because we don't have 4 versions of 17th and 18th century literature. Oh, you're taking this one. Okay. So let's say amid all the mathematics and all the required classes, you want to take something for fun, you can? Not really. No? No. You can take a little painting maybe, no? Not through the university. Mm-hmm. Like, if you want to take a painting class, go find one and take one and or a dance have fun. Class. So yeah, it's more you find it yourself and you... No credits. Go and do that. Yeah. Like something... like dancing or salsa or whatever. Mm-hmm. How is the social life there? Do you guys meet at night? In Sweden. Is there a social life for students? In the university I go to, there's a lot of Erasmus or exchange students. Mm-hmm. So, it's people that are there for 6 months, 1 year, 2 years. And so
they're a lot more in that mindset of like, I mean, you know, you go on somewhere for a semester exchange, you're not going to stay home all day. Exactly. So it's people that are more open to, hey, let's go visit here, let's go here. Sightseeing a little bit. Yeah, okay. Traveling anywhere. Because there's, for example, there's a lot of Asian students. Yes. And from China, it's a lot farther to go around Europe, whereas when they're in Sweden, they're somewhere different every weekend. It's like, oh, where were you last weekend? Oh, I was in London. Oh, I thought you were in London the weekend before that. Yeah, I went back again. Okay, good for you, you know? Oh, okay, they want to visit Europe. Yeah, they want to visit because it's more accessible to them from already being inside of Europe. And they might not come back again. Yeah. Yeah, so every week they have a different trip. So you always find someone that's going on some sort of trip, or, you know, when it's nicer weather, everyone wants to go barbecue, everyone wants to go to swim in the lake or kayaking or you know, cross country skiing. You go along with them a little bit? Yeah. Oh, like we go do a bunch of things. That's great. And how is the social life? I mean, I know you're student dating and all that. Is it encouraged through dance, organized dances, or no? Not really through the school. Oh, but outside. Then within the town. I mean, the town that I go to school also is really small, so they are really supportive of the university lifestyle because the bars and clubs and stuff. They live off the young people. Yeah, exactly. Because only young people like to go out after 9 p.m. Yeah. All the old people stay home, right? They have a lot of work to do. Yes. So there's, for example, there's one club in the town that every Thursday, if you're a student, you get in for free. Oh, nice. Nice. Yeah, so you can always find something to do. Yeah, because in my building, I live in a huge building, and I go downstairs where all the cafes are and everything, and it's always very young people, like in their 20s and everything, and they stay up like till midnight and till 1. I say, my God, and tomorrow they gotta get up, and they have to hit the work, but they have so much energy. They can go out every night and they don't feel it the next day. I mean, they can get up early. That's why there's always a really long line at Starbucks, because it's all the young people. The coffee. The young. Oh, Starbucks is in Sweden, I hope. I mean, I suppose. In the bigger towns, not in the town where I'm in, but really? There's a lot. They have actually a really nice sort of, not coffee culture, but they love cafes, and they have a thing called fika, which is you go grab a coffee and a pastry and you go sit and talk in a cafe for like 3 hours with your friend. Oh, which is awesome, because here you don't really have that. It's let's go grab a coffee. That means we walk in, grab our coffees, 5 minutes, leave, and we talk while we walk or something. Or let's go sit. And, you know, it's more of a planned thing. Whereas over there, it's a social thing. Yeah, that everybody does. And, you know, my Swedish friend explained it to me as, if you're in your workplace and your boss comes up to you and says like, hey, let's go like fika, it's totally casual and you're not scared. Whereas here, if your boss came up to you and were like, I would like to grab a coffee with you, you're like, what did I do wrong? Oh, it's a totally different mindset. Yeah. Okay. So it's just a really casual, you spend time with your friend and you sit and you talk. You always see groups of, you know, like 5 guys having fika together or something. And they just talk. And they're just talking, or everyone, Yeah, well, I read something that the CEO of Starbucks went to Italy, and he saw that people would go to coffee shops, sit down. Some of them didn't even have to buy the coffee; they would just sit with the other people who did buy coffee, and they could still sit. Yeah. So he was really impressed by that. He said, "I'm going to make a coffee shop where people can come and sit without having to buy something." Like if you go to Starbucks now and you sit down, nobody is going to come to you and say you have to consume something. So that's the idea that he brought to United States. That's one thing that's good about Starbucks. But I know that Starbucks is fast-paced. People don't really sit down for a long time, not because they're not allowed to, but because of the way the Americans live. They don't waste time. It's more if you want to go post out at a coffee shop, you go to like a small cafe or something, not a big Because also Starbucks, you're going to see 50 people running in and out in 5 minutes. Yeah, because they have to go to work or back from their break. Yeah, and so if you want to go sit and like read a book or something, don't do it somewhere where you're going to have 50 people coming in and out. Yeah, you have to go to a quieter.
quieter kind of place. Exactly. Although now they have Barnes and Nobles have Starbucks inside, but I don't know if it's a little bit slower there. I mean, people grab a book. Yeah. Sit and read there. And read a little bit. So that's a little bit what you're talking about. Having to sit down without having to rush. Yeah. Maybe weekends or something like that. I do that on weekends. I like to sit down and talk to a friend or, take your time. But take my time. But, on the week, like you said, I do grab my chocolate croissant and leave right away. I mean, I don't even sit down to eat it. Yeah. So that's the culture of Americans. So, how do you like, I know we didn't talk about it in the first part in French, but do you like the Swedish food? It's hard to call. Swedes have very good pastries. Oh, yeah? They love pastries. It's kind of funny. Yeah. Like they're obsessed with pastries. Yeah. But then in terms of like stereotypical Swedish food, I can't really think of, I mean, meatballs, yes. And they really like shrimp and fish type things. But then there's certain things that I've tried that were like Swedish childhood foods that are disgusting. Oh, they don't know how to cook meals? No, they do. Okay. It's like, it was childhood, comfort food. I mean, here where you're like, oh, my mom made Chef Boyardee or something. Yeah. It's their equivalent of that. Oh, and you didn't like it? No. But they have, meatballs are good. And then they have, I have a Swedish friend and she loves cooking. So I mean, she makes really good food. Yeah, she makes really good food. Yeah. But I don't know how much of it is traditional Swedish food and how much of it is like, oh, this is pork marinated in tomato sauce and it's really good, but are you going to say this is Swedish, or where does that really come originated, from? Yeah. Yeah, it's good. It's pork and tomatoes, but I don't know if you would be like, that's so traditionally Swedish. Oh, yeah. Okay. So when she cooked, it was typically her mom's cooking, maybe. And when you typically cooked, it was your mom cooking or not really? My dad cooks. Oh, your dad cooking. Your dad cooking. So he cooked mostly French, I would say? Mostly French food, and then also a lot of different Asian style foods. Yeah? Yeah, we eat a lot of that. Fusion kind of food? Yeah, or just let's throw something. My dad just taught me how to throw things in a pot and have it taste good. Oh, that's wonderful. I want to take a class from him maybe. So basically that's what you do. You just take a few vegetables, throw them together, a little bit of onion, tomato, and it tastes delicious. Oh, yeah. Yeah. So that's good. So you pretty much adjusted to the life on your own very quickly then. Yeah. But I did university in America before I left for Sweden. I just transferred out because I changed my major. So, I mean, it's not like this was my first time ever living away from home. So the first year out of the home was the hardest? No. No? No. It was coming home after the first year being away from home without parent supervision. That was difficult. Oh, really? Yes. Oh. Because all of a sudden you can't do whatever you want anymore. Where you got really used to doing that for a year. Oh, you were used to be on your own and then nobody tells you what time you come home? Exactly. Okay. Me, it was the opposite. My first year away from home was my hardest, and then I get used to it. Yeah. Because my mom was cooking three meals. She was in the kitchen 8 hours a day, and she would cook lunch and dinner and all that. And then when I was away from home, the cafeteria was disgusting. Food-wise, yeah. I'd get adjusted to it, and then the warmth of the family, because I'm in a huge family, was missing. But then the second year, I was okay. I made it. I kind of crossed the difficult thing, the storm, I would say. And then I say, okay, now I'm on my own. I got to get used to do my own thing, kind of thing. My little sister goes to school in Canada at McGill in Montreal. And we're always texting each other right before we both come home. She's like, yeah, okay, so I've ordered these 5 different meals from Dad to make. Do you want anything else? And I was like, yes, okay, I told Mom I want this, this, and this. Okay, what's our menu? So we talk amongst each other, plan out what our menu is, and then just basically send my parents an email going, so
make us these things when we come back? When we come home. Yeah. The first night we want this. Okay, that's wonderful. That's great. So they're pretty much attentive to what to our you want. food needs, yes. Oh, that's great. So if they like something and you don't like it, they try to do something that you do like instead. Yeah, I mean, now also when we were younger, it was like, oh, suck it up and eat it, you know. I don't like endive people at are all. very... Yeah, and then when I was younger, my mom would be like, eat them anyway, you know. It's good for you. You're 10 years old. You can't tell me what you're not going to eat. And then now she makes herself endive. I'm like, oh, gross. We'll go in the fridge. Yeah. Okay, yeah. I like endive, actually. I miss it now that I'm in the US, because in Paris I would buy endive, you know, because it's in the French, it's out there in the store. Here you go to Safeway, endive is almost invisible. Yeah. I mean, it's hard. You got to really look for it to find it. Plus, it's very expensive kind of thing. But anyway, you get adjusted to the different prices from different countries, and they probably import a lot of their food, correct? And it's very expensive over there. Yeah, that's what I thought, because if they import everything... And taxes are very high for everything. They tax food. Here they don't, right? Yeah, a Subway sandwich in Sweden is $10. Oh, whereas here... it's twice as much. Yes, so that gets a little frustrating. Oh, yeah, especially on the student budget, huh? But then if you go to the grocery store and you can manage buy at to the make your own grocery store, stuff. It's not a problem at all. Do they have like food chains like here? Yes. Like fast food chains and stuff? No, food chains like Safeways. Do they have those? They have ICA, which is everywhere. That's the grocery store. So the price go lower there, kind of Yeah, thing? kind of. It's just if you don't count it out specific, because everything's going to be a little more expensive, but it's not like it's $5 for tomato or anything. You know, there's certain things that are really expensive. Oh, yeah. But you also get that here, where depending on what grocery store you go to, some things are going to be. It's true. If you go in the Mission, it's a third of the price of Safeway. Yeah. So because everybody there is lower middle class, as if you shop in upper middle class, then it's 3 times more expensive. So they adjust the prices by the crowd, kind of. I mean, by who is living in the district in San Francisco. But I don't know if it's the same in Sweden. I think in the chains, or I'm also in a smaller demographic, so there's not really a high difference in income, and also the town itself is small, so it's pretty socialist. I don't go from one town to another one and check the ICA prices. I assume they're all the same. Oh, really? Yeah. Oh, okay. So maybe I'm ignorant. It's about 50 million in Sweden. 50 in how many million? I don't know. Oh, you don't know. Okay. I don't know. I don't even know how many people there's in San Francisco, though. So it's close to 1 million actually, because last year, 2014, 47,000 people moved permanently in San Francisco. That's why we have a lot more people in San Francisco this year. But it was 950,000, close to 1 million. So it should reach 1 million by next year, probably. Okay. Yeah, if we keep having 50,000 more every year. So anyway, but you know, we are kind of a small city compared to the big ones. You know, like. So you studied like in a city like Berkeley, like a student city, I assume? It's smaller than Berkeley, and there's a lot of, it's not only students, there's a lot of people that just moved their lives over there. Oh, okay. But it's definitely a pretty small town. It's next to Gothenburg, and so we all go to Gothenburg if we want to go to a big city. Really? Yeah. Oh, yeah, because I think Berkeley is like 32,000 students. It's a lot smaller than, I think in my program we have like 50 people or something. Oh, much smaller. Yeah. Oh, okay. Yeah, you don't have those huge... They have those, but it's for a lot more of the Swedish classes. I see. Yeah. And then the school I go to has a very good fashion textile industry, or like the university wing of the university. Like the university is known for its fashion textile management This classes. is so pretty on you. Is that from Sweden? No. I don't remember. I got it here. It's a pretty design. It's a pretty. Okay, so basically, so you're exposed to a lot of new kind of environments and stuff. Yeah. So, and how about inside the city? Are they
like in San Francisco, separated by kind of the Hispanics in one side and the Japanese in one side, the Chinese, and do they separate by ethnic groups in the city? A little bit, but not really. Like the center of the town, you're going to have everybody because a lot of people leave their countries and come to Sweden. Okay. But in in the middle of the town, you're going to have a lot of everybody, and then when you get to the outskirts of the town, then you'll it's have by groups. It's a little more by demographic groups. Yeah. But not as that much that you can tell, oh, I'm in this neighborhood or I'm in this neighborhood, Yeah, in San Francisco, you can tell. Yeah. You can tell definitely where you are. So, yeah, it's good to be exposed to all this because traveling, that's exactly the reason you travel, so that not only you learn your topics, but you learn about different ways of living for the other people. So, I don't know if we touched in English what you studied. Did we talk about it? Yeah. Yeah, so we did. Okay. So thank you very much. I think we are at 55 minutes. You did a lot. You told us a lot about what you study and what you learn while traveling. I'm sure there's a lot more. So thank you so much for being here. Thank you for having me. So this was Charlotte Chouinard, who is, I would say, an American, French-American? Yes, French-Belgian-American. French-Belgian-American. And she's a student, so we look forward then to see you succeed in life, I guess. Thank you so much. Thank you.